propose qu'on démarre. Est-ce que vous m'entendez bien au fond de la salle ou est-ce que j'ai besoin de prendre un micro pour... Non, c'est bon, c'est parfait. Très bien. Écoutez, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Olivier Marcucci et je pilote la transformation agile à l'échelle de BNP Paribas Personal Finance. Peut-être que vous connaissez mieux sous le nom de sa marque commerciale qui est CTLM en France. Alors, je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin pour vous faire ce retour d'expérience. Un peu stressé aussi pour tout vous dire, parce que j'ai pas l'habitude de faire moi ce type de pitch devant une assemblée. Mais bon, je suis persuadé que tout va bien se passer. Alors, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, j'ai pas réellement de recette magique. Ce que je viens réellement vous présenter aujourd'hui, c'est ces 4 ans de transformation que l'on a mis en place chez BNP Paribas Personal Finance, peut-être pour vous donner une idée du périmètre que l'on a couvert. On a fait une transformation qui a couvert 7 pays européens, plus notre holding en France, et qui a couvert à peu près 3000 collaborateurs qu'on a embarqués dans ces nouvelles façons de travailler, dans ces nouvelles façons de faire et d'être. Et derrière cette transformation, il y a un fil conducteur, une ligne rouge qui nous a embarqués durant ces 4 années, c'est que l'agilité, c'est certainement pas qu'une méthode, c'est un levier d'impact durable. Ce slide pour remercier bien sûr les organisateurs et les partenaires sans qui cette présentation ce matin ne serait pas possible. Et donc si vous en convenez, je vais commencer cette histoire par l'année 2020. Je pense que l'année 2020 résonne dans chacun d'entre vous. Ça a été une année forcément qui nous a tous impactés avec la crise de la Covid et qui a foncièrement changé nos façons de travailler, nos façons de vivre. Ce qu'on appelait aussi à un moment donné, ça a permis d'être en illustration d'un monde qu'on appelait à l'époque un monde VUCA. Vous vous rappelez cet acronyme, vulnérable, incertain, anxieux, complexe. Et c'est dans ce sentiment, dans ce monde, à un moment donné, que BNP Paribas décide dans cette année 2020 de réouvrir une vision stratégique et de construire un nouveau plan stratégique à horizon 2025. Ça va nous permettre à un moment donné de réaffirmer notre raison d'être au service de nos clients, de nos partenaires, favoriser une consommation plus durable, plus responsable. Et ça va ouvrir à travers cette raison d'être à travailler un certain nombre d'axes stratégiques, dont 2 qui vont nous intéresser plus particulièrement. Comment amener un time to market plus intéressant pour nos clients et nos partenaires, répondre plus favorablement, plus rapidement à leurs demandes, et comment amener aussi à ne pas se laisser distancer sur l'expérience client. Et c'est à travers ces 2 piliers que moi je vais arriver dans l'organisation en janvier 2021 pour pouvoir regarder comment on va mettre en place une transformation autour de ces 2 piliers, parmi tant d'autres sur ce plan stratégique, et surtout dans une logique de comment sortir d'une crise et pas tomber dans une panne durable pour l'entreprise. Donc on est en janvier 2021. Si vous vous souvenez, à ce moment-là, en janvier 2021, on était en sortie de crise, mais il y avait encore un peu de confinement, etc. Mais on avait quand même repris ici une activité un peu plus normale, telle qu'on la connaissait d'avant. Donc ce sentiment d'urgence que la crise Covid avait mis en place commençait tout doucement à s'éteindre. Et surtout, mon arrivée a coïncidé avec l'arrivée d'une nouvelle direction générale. Alors, aucun rapport, mais qui a pris donc la tête de Personal Finance. Et à cette époque, l'agilité rentrait pas en résonance avec la direction générale. Donc il a fallu aller convaincre sur que l'agilité puisse devenir un enabler du plan stratégique et un accélérateur de ce plan stratégique. Et donc on est passé par une phase de conviction. Et donc vous avez ici ce petit slogan, qui n'est pas de moi, qui est de ma collègue qui a toujours eu un meilleur sens de la formule que moi, mais qui est assez parlant, Agile or Die, et qui était donc le titre de notre présentation. Et on est venu à travers cette présentation Agile or Die présenter 3 éléments probants, qui étaient un diagnostic que l'on avait fait sur notre delivery. Notre delivery à l'époque, pour vous donner une idée, on avait un projet sur 2, donc 50% de nos projets qui n'arrivaient pas en temps et en heure. On avait 20% de nos projets qui étaient en surconsommation budgétaire, dont 10% en surconsommation significative. On pouvait mettre jusqu'à 4 mois
pour aller valider un investissement d'un projet d'1 million d'euros. C'était juste pas possible de continuer dans ce délivre. Donc ce diagnostic qui réapportait ici un sentiment qu'il fallait engager une transformation, qu'on a complété avec des benchmarks. Un premier benchmark interne. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'avant 2021, j'étais responsable de la transformation et du pilotage stratégique dans notre filiale du Portugal, et j'avais déjà initié dès 2018 une transformation que j'avais pris d'abord d'un côté Lean et rapidement tombé dans l'agilité sur une vision métier qui avait commencé déjà à apporter quelques fruits et quelques bénéfices sur lesquels on pouvait se reposer. Et j'étais pas le seul dans l'écosystème. Mon collègue DSI italien et mon collègue DSI français avaient aussi initié une transformation, eux, sur une vision beaucoup plus haïtienne, beaucoup plus par l'IT à travers le projet. Et donc, on commençait à avoir quelques benchmarks internes intéressants pour réellement montrer les fruits que l'agilité pouvait apporter. Et puis, on a apporté aussi des benchmarks externes. Donc là, on a fait venir quelques consultants qui sont venus nous pitcher sur, bien sûr, ABN AMRO, ING, qui sont des exemples très probants dans le monde, dans l'écosystème financier. Mais également des benchmarks internes. Le groupe BNP Paribas, c'est une grosse maison. Et donc, on avait aussi des activités de retail dès 2017 qui avaient initié des transformations, comme nos collègues belges chez Fortis, ou le réseau français en 2019. Et là aussi, on avait montré qu'on avait des directions générales dans le groupe qui avaient cette volonté, à un moment donné, d'aller sur cette transformation. Et donc, à travers nos 3 ingrédients, ce diagnostic, des benchmarks internes et externes, et une certaine frustration positive qu'on avait mis quand même dans la tête de nos dirigeants pour leur dire d'autres directions générales dans le groupe sont parties, allons sur l'agilité. Et c'est ça qui nous a permis réellement de recréer ce sentiment d'urgence et d'enclencher sur cette transformation agile à l'échelle. Et là, on est en décembre 2021 et on décide donc d'ancrer l'agilité comme programme transverse en support de l'exécution du plan stratégique. On me nomme directeur de programme. Et à ce moment-là, j'ai une seule requête. J'ai besoin d'un sponsor fort. Je demande donc que ce soit à notre CEO, donc notre directrice générale, qui prenne ce rôle de sponsor, parce qu'on lui a expliqué aussi qu'on allait bouger et des organisations et de la gouvernance, et ça, ce sont des leviers qu'elle seule a dans l'entreprise. Et c'est accepté. Et donc, on lance le programme de transformation. Et je pense que vous en conviendrez comme moi, lorsqu'on s'engage dans une transformation, il y a une étape à pas rater dès le démarrage, c'est la promesse, le pourquoi. Qui plus est, dans une transformation agile, on s'engage pour un minimum de 3 ans, généralement c'est 3, voire plutôt 5 ans, une transformation agile. On sait très bien que dans ces 3 ou 5 ans, on va avoir un certain nombre de vents contraires, on va être dans le creux de la vague, et à un moment donné, si on veut s'assurer qu'on garde le cap, il va toujours falloir revenir sur notre promesse et notre pourquoi. Notre pourquoi, le voici. C'est ce motto, ces 3 mots. Faster, better, happier. Vous voyez qu'ici, à travers Faster, better, si je vous ai dit la raison d'être que l'on a dans l'entreprise, c'est parce qu'on est très proche de cette raison d'être et donc des piliers et donc de la stratégie qu'on veut mettre en place. Donc derrière le faster, on va retrouver vraiment cette dimension du time to market. Derrière le better, on a cette notion de qualité, d'apporter une meilleure expérience pour nos clients. Derrière l'happier, alors j'ai jamais été très fan de ce mot happier, pour être tout à fait honnête avec vous, je considère pas que l'entreprise va rendre les employés plus heureux. Derrière happier, on a quand même le sentiment d'engagement qu'on va venir aller chercher et comment engager plus les collaborateurs et travailler ici une symétrie des attentions, un collaborateur plus engagé, un client plus satisfait. Et donc, c'est à travers ce motto-là qu'on vient expliquer notre promesse, notre pourquoi. Et derrière ça aussi, de bien mettre dans la tête de nos dirigeants que l'agilité n'est clairement pas une fin en soi. L'agilité est là pour être un accélérateur de la stratégie et du plan stratégique que l'on met en place. Dès lors que j'ai un pourquoi, j'ai un sens de la transformation qui est posé, il va falloir que je travaille sur le quoi. Et si vous voulez vraiment embarquer dans une transformation, un quoi, faut certainement pas que ça soit la transfo qui le porte, faut que ça soit quelque chose qui soit co-construit. Embarquer les collaborateurs sur le quoi. Alors,
on est chez BNP Paribas, hein, on est dans une société franco-française du CAC 40, une vieille dame. On est sur un système très pyramidal. Si je veux embarquer l'ensemble des collaborateurs, il va falloir que j'embarque déjà mon comité exécutif pour pouvoir réellement embarquer l'ensemble après, hein, sous une vision parapluie des managers et donc des collaborateurs. Pour vous donner une idée de ce qu'on appelle le senior management, donc je vous parle d'une direction générale. Donc on a une directrice générale, elle a 3 adjoints, et sous ces 3 adjoints, plus la direction générale qui font ce qu'on appelle la direction générale, on a une quinzaine de senior managers qui font le COMEX donc de l'entité, où vous retrouvez l'ensemble des activités régaliennes, plus les grands patrons de pays significatifs qu'on a dans l'organisation. Et donc c'est à travers ce collectif de 20 qu'on commence ici à réellement engager la transformation pour co-travailler avec le quoi. Et donc on les emmène très rapidement dans un parcours d'acculturation où on met en place un parcours assez significatif, hein, 4 séances de 2 heures plus une learning expedition. Et donc on rentre dans cette acculturation. La première séance se passe très très bien, on arrive à avoir une très bonne dynamique, des très bons échanges, on a un retour d'expérience entre pairs qui commence à s'opérer. La deuxième aussi, très focus sur le client. Et on commence à les perdre sur la troisième. Et là, si j'avais un peu ce pouvoir de faire un arrêt sur image, de rembobiner, je pense qu'on a fait une erreur et on l'aurait travaillé autrement. Je la retravaillerai autrement, en tout cas cette acculturation. On est resté beaucoup trop dans la théorie. On n'a pas réussi à réaccrocher ce que l'agilité a apporté avec une réalité de terrain. Et donc, à un moment donné, on les a perdus dans ce quoi et dans ce que cette transformation pourrait leur apporter à eux au quotidien. Bon an, mal an, on continue quand même à terminer notre acculturation. Ça nous a permis au moins 2 choses, c'est de remarquer qu'on a quelques ambassadeurs quand même qui se dessinent parmi nos 20, sur lesquels on va pouvoir embarquer, je vous explique juste après, et surtout 4 actions concrètes qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Sur ces 4 actions concrètes, donc la première, c'est on a décidé de mettre un programme. Donc si on a un programme, la moindre des choses, c'est de le piloter. Donc on met en place un comité de pilotage avec le sponsor qui préside ce comité de pilotage. La deuxième action, c'est vous avez quand même réussi à aiguiser notre curiosité sur ces 2 premières sessions d'acculturation. On est confronté dans notre quotidien, surtout nous patrons de pays, face à des clients, à des partenaires. Venez quand même acculturer nos comités exécutifs de chacun de nos pays locaux avec quelque chose de plus condensé, de plus recentré, mais on est quand même convaincu qu'il y a quelque chose ici à creuser. Et donc on lance ici toute une acculturation sur chacun des COMEX des pays, plus les comités de direction des grandes fonctions centrales. La troisième action, c'est on n'a pas réussi à construire et à co-construire ce quoi ensemble, et ben faites-le et faites-nous un target operating model. Et pour ce faire, la quatrième action, c'est j'ai besoin de moyens, et donc on m'autorise à avoir des moyens, et donc on a engagé les premiers moyens pour initier cette transformation. Alors j'aime beaucoup cette équation de Covey, je ne sais pas si vous la connaissez, 1 + 1 = 3. Alors là aussi, je pense qu'un des principes de l'agilité, c'est d'apprendre de ses erreurs. Je vais vous donner une petite anecdote. Lorsque donc j'étais responsable de la transformation au Portugal, alors le Portugal, c'est pas une grande filiale chez nous, c'est pour vous donner une idée, c'est 700 collaborateurs, un peu plus de 2 milliards d'encours, mais donc une capacité d'investissement qui n'est pas énorme. Et donc, en tant que responsable de la transformation, on a besoin de budget. Et comme j'ai pas réussi à avoir trop de budget local, je suis allé très rapidement chercher du budget sur la holding et sur le central. Ce budget qui m'a été accordé par la holding m'a permis d'engager des coachs pour pouvoir accompagner la transformation que je mettais en place au Portugal. Et donc, bien évidemment, j'ai eu des budgets français, j'ai fait venir des coachs français. Alors c'est déjà compliqué lorsque vous avez un Portugais qui doit expliquer à un autre Portugais des nouvelles façons de travailler. Je vous explique pas quand c'est un Français qu'on met au milieu de tout ça. Bref, ça a été un échec. Bref, moins + 1 = 3, c'était plutôt un 1 + 1 = 1. J'étais réellement dans une logique coercitive ici. Un bel échec. Du coup, on apprend de ses erreurs, c'est exactement pas ce que je voulais reproduire dans cette transformation. Donc comment créer ce 1 + 1 = 3 ? Là, il y a un modèle de marché qui nous a intéressé assez rapidement, sur lequel on a regardé sur le SAFe, notamment avec un modèle d'organisation qu'on appelle Hub and Spoke.
Et donc de pouvoir créer un hub au niveau des équipes centrales qui va pouvoir réellement amener une dynamique, et notamment une dynamique d'homogénéisation, puisqu'on est vraiment dans une volonté de transformer à l'échelle, donc d'embarquer tout le monde sur un même vocabulaire, et d'avoir des SPOC, donc nos satellites, dans chacun de nos pays, qui vont réellement pouvoir travailler le comment, et le comment en autonomie, et surtout grâce à ce comment, pouvoir avec nous échanger pour pouvoir se mettre dans une logique de co-création du quoi, grâce au retour d'expérience du comment qu'ils ont mis en place. Et donc ici, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette combinaison entre l'homogénéisation des practices, cet accompagnement de terrain, pour réellement travailler cette création collective, donc créer cette dynamique synergique, mon fameux 1+1 égale 3. Et du coup, cette dynamique synergique qui m'intéresse beaucoup, je veux la mettre aussi dans mon écosystème du quotidien, dans mon faire équipe, dans le hub qui va m'accompagner au quotidien dans la transformation. Et donc de faire ce 1+1 égale 3 à la petite échelle de mon équipe. Et du coup ici, j'ai toujours aussi dans ma carrière attaché beaucoup d'importance à l'ouverture, à l'inclusion, et c'est exactement ce que je veux reproduire ici. On est dans une transformation agile. Je vais avoir besoin d'experts agiles, sans aucun doute. Mais je ne veux pas m'entourer que d'experts agiles. Je suis convaincu que pour aller avoir de l'impact, il faut bien sûr des experts agiles, mais il me faut aussi des experts de l'entreprise. Il me faut des hommes et des femmes qui ont travaillé 20, 30 ans dans des dispositifs opérationnels, à des postes de management, qui ont piloté des BU dans les pays, qui ont une vision plus IT, une vision plus produit. Et c'est bien avec cette diversité de profils et d'expertise que je vais constituer mon faire équipe pour avoir mon fameux 1+1 égale 3, pour pouvoir réellement favoriser donc la transversalité des échanges et m'appuyer sur chacune de ces expertises, et pouvoir travailler cette coopération, cette diversité, aller chercher de l'inclusion collective. Mais ça me crée une équipe très singulière. Et lorsque vous avez une équipe singulière avec un certain nombre d'expertises très affichées et diverses, il y a 3 ingrédients à pas louper. Le premier ingrédient, c'est de lui donner une identité forte à cette équipe, une identité donc commune. Deuxième ingrédient, c'est si on veut favoriser la transversalité, il va falloir mettre des rituels et des rituels réguliers pour réellement favoriser cette transversalité. Et le troisième ingrédient, c'est la structure. Et là, il va falloir être très souple, par contre, sur la structure. Et donc, pour être souple sur la structure, ce qui m'intéresse, moi, et ce que j'essaye de mettre en place, c'est un système holocratique, et donc de travailler sur des cercles. Et donc là, c'est pour ça que vous avez cette image en cercle, avec 4 cercles que l'on a mis en place. Organize, Care, Prove and Grow. Organize, on va vraiment retrouver les architectes de la transformation agile. Ceux qui vont définir le tome, ceux qui vont permettre à ce tome de s'intégrer dans les procédures de l'entreprise. Sur le Prove, vous avez vraiment les coachs agiles qui vont expérimenter ce tome sur le terrain, qui vont accompagner les équipes. Sur le Care, on va vraiment ici travailler sur la communauté de manière large pour vraiment que ce modèle Hub and Spoke puisse prendre forme, et donc on ait une animation régulière de ces communautés. Et sur le Gros, vous avez toute la partie de change management autour de la formation, autour de la communication, autour de l'accompagnement et du changement des processus RH. Et voilà donc l'équipe que l'on construit et qui nous permet à un moment donné aussi de travailler sur ce modèle d'Hub and Spoke pour pouvoir travailler justement avec ce pouvoir des communautés. Alors ici, vous avez une photo je crois, qui a été prise en 2023 de mémoire, lorsqu'on était à Louvciennes sur notre centre de formation. Donc là, vous avez vraiment ici l'ensemble de nos... D'ailleurs, il y a quelques collègues qui se retrouvent sur cette photo qui sont dans la salle. Et je trouve que cette photo parle d'elle-même. Il y a une énergie, une très belle énergie qui s'en dégage. Et c'est ça, in fine, le pouvoir des communautés. Lorsqu'on arrive à embarquer un ensemble d'un collectif pour partager la connaissance, pour favoriser l'échange sur les succès, mais aussi sur les erreurs. C'est ça, à un moment donné, qui va permettre à chacun de pouvoir se développer et d'entrer en résonance pour porter un message commun. C'est ça qui va permettre aussi aux uns aux autres de grandir et d'apprendre, notamment à travers aussi une politique de ce qu'on appelle le travail sur les impediments. Lorsque vous êtes dans une transformation, je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous retrouver dans des écosystèmes où vous allez vous retrouver assez seul.
parce que vous allez avoir un certain nombre d'obstacles dans l'entreprise. L'intérêt des communautés, c'est que là où vous vous retrouvez de manière assez seule, d'autres collègues se sont retrouvés aussi assez seuls. Et donc de partager sur ces impediments, ça permet à un moment donné d'engager encore plus le collectif pour leur montrer qu'ils sont pas seuls et qu'on va travailler et qu'on va les aider à avancer ensemble. Et là, donc, on a une communauté, donc je vous le disais, on est dans 7 pays, donc très clairement, on ne parle pas la même langue. Mais bon, si on va avoir de l'impact, il va être urgent de travailler sur quand même un langage commun. Alors notre langage commun, c'est notre quoi, in fine. Donc je vous le disais, on sort d'une acculturation COMEX où le quoi n'a pas été très probant. Donc comment retravailler le quoi et comment s'assurer qu'on soit bien dans une co-construction de ce quoi. On est dans une transformation agile. Transformation agile, vous en conviendrez comme moi, on n'est pas dans quelque chose de compliqué, on est dans quelque chose de complexe. On est dans la transformation humaine. Lorsqu'on est dans un pilotage de transformation complexe, on peut pas être en réactif, il faut absolument être en proactif. Et donc si on va avoir un pilotage proactif, il faut mettre en place un pilotage par les risques. Et c'est bien ce qu'on amène assez rapidement, un pilotage par les risques dès les premiers comités de pilotage. Et on amène un risque probant à notre sponsor. Si on continue comme ça, par rapport à ce qui s'est passé sur cette acculturation, on a très clairement aujourd'hui une absence de vision commune au niveau des C-levels. Et surtout, on nous a pas attendu, on a des pays qui sont en départ lancé, qui ont tous des mises en place d'agilité. Si on n'aligne pas tout ce beau monde, on va créer un joyeux bordel dans l'organisation. Comment éviter de créer ce joyeux bordel dans l'organisation? Comment retravailler et co-construire un quoi? Et donc on leur propose par rapport aux ambassadeurs que l'on a identifiés dans cette acculturation, de travailler avec eux sur un petit comité restreint. Et donc on va travailler avec 6 ou 7 C-level, entre eux donc notre DSI qui est depuis la genèse de cette transformation convaincue du bien fondé. On va travailler avec le marketing et l'expérience client dans cette dynamique-là, l'ARH, et 2-3 patrons de pays convaincus par cette transformation. Et donc, on va les amener sur des ateliers de co-construction à avoir, au bout de 3-4 ateliers, un certain nombre de convictions qu'ils vont pouvoir exposer à leurs pairs. Les convictions, c'est 2 livrables, c'est 8 principes directeurs, et c'est un schéma organisationnel cible pour nos pays. Et donc, on fait pitcher notre groupe de 5-6 face aux 20 dans une gouvernance où ils sont plutôt 50 avec leurs adjoints. Et là, c'est gagné. Et là, avec ce pitch par les pairs, on arrive à embarquer le senior management autour de cette vision commune, nos 8 principes directeurs et cette vision de l'organisation. Et là où le soleil nous paraissait très nuageux, enfin le temps nous paraissait très nuageux, on arrive ici donc à embarquer et à avoir une base solide qui va nous permettre réellement d'appuyer notre target operating model et donc d'aller un cran plus loin avec le target operating model. Je vous rappelle, ce qui est important, c'est ce langage commun, c'est ce référentiel commun que l'on met en place dans l'organisation. Ici, ce qui nous est important à travers ce target operating model, c'est qu'on ait un même vocabulaire, une même grammaire d'action. On s'assure qu'on appelle un chat partout où on se situe dans l'organisation. In fine, qu'un product owner qui soit en Espagne, au Portugal, en Allemagne ou en Angleterre, il ait la même fiche de poste. Sinon, on va plus rien comprendre à ce qu'on met en place. Du coup, on repart de nos 8 principes directeurs de notre vision d'organisation et on travaille notre target operating model autour de 5 piliers. On va avoir donc un pilier RH, forcément, avec des job descriptions, la révision d'un certain nombre de process. On va avoir un pilier autour de la gouvernance, et notamment de la gouvernance agile, intégrée à la gouvernance budgétaire, à la gouvernance d'investissement. On va avoir un pilier sur le produit dans sa vision très haïticienne sur le delivery, et le produit dans sa version très design autour de l'expérience client, mon 4e pilier. Et le 5e, l'efficacité opérationnelle. Et donc ici, on a un tome qui commence à se construire, et avec, pour rappel, si je vous ai mis l'équation de Covey 1 plus 1 égale 3, il faut absolument qu'on soit en co-construction, il faut certainement pas que notre tome soit dans une approche dogmatique.
Et donc, ce qu'on va s'assurer à faire à un moment donné, c'est que ce qu'on a défini soit expérimenté, qu'on collecte ce retour de terrain pour qu'on puisse réellement se mettre nous aussi dans un mode itératif et incrémental sur notre tome, et donc d'amener plusieurs versions et des zooms lorsque c'est nécessaire. Et là, on les fait réellement en co-création avec les expérimentations et avec ce que nos SPOC nous amènent sur le terrain. Je vous ai mis cette citation de Mandela qui est très très bien. J'aurais pu aussi vous mettre une autre citation du général Patton que j'aime beaucoup, la citation, hein, pas le général, qui dit Don't tell people how to do things, let them do and be surprised with the results. Et c'est exactement ça qu'on essaye de faire, c'est vraiment laisser les gens opérer sur le terrain pour nous apporter des retours, ça va nous surprendre et c'est ça qui va nous permettre de nous mettre dans une logique itérative et incrémentale. Si je fais un petit zoom sur le modèle organisationnel, je vous ai dit, on avait un début de panne sur cette phase de diagnostic sur le delivery de nos projets. Le début de panne était aussi surtout parce qu'on avait une relation très client-fournisseur entre nos métiers et nos IT. L'idée ici, c'est donc comment favoriser les interactions et donc comment retravailler le dispositif organisationnel. Comment faire en sorte que le métier et l'IT se sentent unis dans un même objectif, dans une même dispositif organisationnel. Là également, on réinvente pas la roue. Scrum, Spotify, c'est ça qu'on va mettre en place. Mettre en place des équipes Scrum où on va réunir les métiers et les IT à travailler ensemble autour d'un nouveau rôle, d'un Product Owner, d'un Scrum Master. Un Product Owner qui va porter réellement l'objectif de maximiser la valeur du produit. Et ces équipes pluridisciplinaires, on va les mettre ensemble dans des tribes qui vont être copilotés par un patron métier et un patron IT autour d'un même objectif, et un modèle managérial qui va venir ici d'une vision très matricielle, très transversale, avec ce qu'on appelle des chapters qui vont prendre sur une vision très technique ou très fonctionnelle l'ensemble des équipes, donc l'ensemble des squads qui font partie de cette tribu. Et donc notre modèle matriciel, avec un product owner en charge de maximiser la valeur du produit, surtout pas de hiérarchie, et le chapter lead qui, lui, va prendre la hiérarchie pour réellement maximiser le développement des collaborateurs sous une même composante technico ou fonctionnelle. Et du coup, forcément, cette organisation-là va forcément engendrer un certain nombre de défis, tels que la collaboration à mettre en place au niveau de ces nouveaux écosystèmes, aussi l'autonomie. Et dans tout ça, vous me direz, mais ça change quoi pour le client? Et vous auriez raison de me poser cette question. Alors ça change quoi pour le client? Je pense que vous comme moi, le matin, comme vous vous levez, vous allez prendre une douche, certainement. Sous la douche, en tout cas moi, les idées qui me traversent la tête, c'est la discussion que j'ai eue hier soir avec ma femme quand je regardais le dernier James Bond à la télé et qui me disait « T'as vu l'état de notre canapé ? Il serait quand même temps de le changer. » Ou c'est la dernière pub Instagram que j'ai vue sur la nouvelle voiture électrique qui commence à m'intéresser, ou l'iPhone 17 qui vient de sortir. Bref, j'ai des besoins. Si en tant qu'entreprise, je continue à réfléchir en tant qu'offre, carte de crédit, prêt personnel, leasing, comment je vais aller chercher mes clients sur ces besoins-là? Et donc c'est tout l'intérêt qu'on a mis ici en place. Nos tribus et nos squads vont venir apporter une vision produit sur l'expérience du client. Et donc là, on va travailler main dans la main avec le marketing et l'expérience client pour définir un certain nombre de macro-besoins qui vont devenir les produits de nos tribes. Et donc, on va avoir 3 typologies de tribes. Des tribes qui vont travailler les parcours clients sous une phase d'onboarding, donc depuis l'acquisition de nos clients jusqu'à leur financement. Des tribes qui vont travailler la relation client, du financement jusqu'à la fin de la relation, jusqu'au remboursement complet du crédit. Et, puisqu'on est quand même pas non plus les plus grands philanthropes dans la finance, il y a quand même une réalité ici d'avoir un compte de résultats qui tienne la route. Et donc, à un moment donné, il va falloir bien travailler la composante industrielle et de l'efficacité opérationnelle. Et donc, on a une 3e composante de tribe qui va porter des enablers industriels au service de nos tribes qui portent les parcours clients. Et voilà ce que l'on met en place en termes de dispositifs organisationnels centrés sur l'expérience client.
Pour ceux qui connaissent Peter Drucker, vous savez de quoi je vais parler maintenant, les OKR. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures de la puissance de cet outil. Un grand fan de l'OKR. C'est pas le but de mon pitch aujourd'hui. Ce qui m'intéresse dans les OKR et de vous donner ici, c'est que les OKR, il faut surtout pas le prendre comme un outil supplémentaire qui viendrait en complément dans l'organisation. Ça prend déjà beaucoup de temps à mettre en place, même si ça crée vraiment de la coopération, de la collaboration, des discussions, et c'est ça la richesse des OKR qui va nous intéresser. À un moment donné, il ne faut pas que ça soit juste un outil supplémentaire, et donc il va être urgent de l'intégrer à la gouvernance de l'entreprise pour que vraiment la mayonnaise prenne. Et c'est ce qu'on met en place. On va travailler l'OKR à travers deux objets de gouvernance, la gouvernance budgétaire et la gouvernance d'investissement. La gouvernance budgétaire, on va amener en fait l'ensemble de nos comités exécutifs à travailler sur une vision stratégique sur l'année à venir, que l'on va travailler à travers des OKR, et on va raccrocher à ces OKR le portefeuille d'initiatives stratégiques qu'il va y avoir. Et basé sur ce portefeuille, on va les amener à montrer la vision budgétaire et capacitaire nécessaire pour déployer ce portefeuille sur l'année à venir. Et ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la SAP, Strategic Annual Planning, qui va nous permettre réellement d'avoir cette vision et cette direction pour l'année à venir. Et le fort intérêt des OKR, c'est qu'à un moment donné, on les crée, mais surtout, on les mesure, et on les mesure de manière régulière. Et là, on va amener toujours notre comité exécutif à regarder de manière trimestrielle, à travers ce qu'on appelle une QBR, l'exécution même de cette stratégie. Et c'est là où on fait venir pitcher les tribes. Chacune de ces initiatives du portefeuille stratégique s'est déclinée en opus au niveau de la tribe. Et c'est cet opus-là qui va porter l'investissement. Et tout l'investissement que l'on met en place, métier et IT, va être porté par des opus qui sont eux-mêmes déclinés en features et en story au niveau des équipes. Et c'est bien là qu'on fait la jonction entre stratégie et exécution, et qu'on a ce moment top-down, bottom-up, qui permet à un moment donné de suivre l'exécution même des stories, des features, des opus, donc des initiatives, donc des résultats clés de nos OKR. Et c'est bien cette dynamique-là que l'on met en place au niveau de l'entreprise pour réellement piloter et faire cette approche ascendante et descendante et créer vraiment un engagement plus dans l'organisation des C-level jusqu'aux hommes et aux femmes de terrain. Oui, plein. Mais sur améliorer l'expérience client, par exemple, sur un parcours donné, on a encore une session hier avec nos collègues du Benelux qui l'ont présenté à l'ensemble de la collectivité. Donc oui, on en a à foison des exemples. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui. On peut faire de l'agile sans être agile. Et c'est un peu comme si vous essayiez de planter une graine dans un bloc de béton. On explique. Quand on veut être agile, à un moment donné, on va venir travailler un certain nombre de comportements, de postures, donc in fine de valeurs, et donc on s'engage ici dans une transformation culturelle. Alors, je vous parlais tout à l'heure de transformation agile, c'est 3 à 5 ans. Lorsqu'on parle de transformation culturelle, c'est plutôt 8 à 10 ans. On est sur une demi-génération. C'est aussi pour ça que je vous ai mis cette belle photo du désert, parce que lorsqu'on engage une transformation culturelle, on va un peu avoir une perte de repère. On va un peu être comme la solitude des pionniers qui s'engagent dans ce désert, et on va pas avoir des résultats visibles tout de suite. J'aurais pu aussi vous mettre une autre symbolique, la symbolique de l'oignon. Lorsque je fais de l'agile, je travaille des outils, je travaille des pratiques, mais in fine, on reste à la surface. Alors quand on est à la surface, c'est très visible, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je veux être agile, je vais ici aller au cœur. Même, je vais ici aller travailler sur des valeurs, sur des postures, pour les mettre en adéquation entre les postures personnelles et les valeurs de l'entreprise. Et c'est ça que je vais aller chercher sur l'être agile. Et du coup, c'est moins palpable, mais très clairement, ça va s'ancrer dans le temps, et s'ancrer beaucoup plus dans le temps. Et donc, en résumé, si faire de l'agile, c'est appliquer des méthodes et des outils, être agile, c'est l'incarner. C'est vraiment l'incarner et donc réellement engagé. Alors, to be or not to be. Nous, on a décidé d'être to be. Et on a décidé d'être to be et on l'a travaillé autour de 5 valeurs. Donc là, pareil, il y a un manifesto, vous me direz, qui a été écrit en 2001, mais on a voulu que ces valeurs soient beaucoup plus parlantes pour nous,
hein, dans l'écosystème BNP Paribas. Première valeur, c'est le client avant toute chose. La deuxième valeur, c'est l'ouverture. Et l'ouverture plus que les certitudes. La réactivité plus que la planification fixe. La discipline plus que le contrôle. Et le courage plus que les habitudes. Voilà les 5 valeurs que l'on a définies au niveau du groupe. Et à un moment donné, si vous voulez que ces valeurs interagissent avec l'entreprise, il va falloir les faire rentrer dans le cadre de l'entreprise. Et qu'est-ce qui régit une entreprise, en tout cas grande entreprise du CAC 40 comme BNP Paribas, c'est son code de conduite. Et là, on va réellement travailler avec la direction des ressources humaines à comment mettre en résonance et en adéquation les valeurs avec le code de conduite de BNP Paribas, plus les guidelines managériales, pour réellement apporter un certain nombre de visions sur des comportements attendus par rapport à ces valeurs et au code de conduite. Et là, on a réellement une première accroche culturelle que l'on met en place. Et en termes de comportement, il y en a un qui va nous intéresser plus que les autres, c'est le leadership. Et il faut bien comprendre que le leadership, ça va réellement challenger le modèle managérial de l'entreprise. On va passer ici d'un modèle très vertical, hein, comme je vous disais tout à l'heure, à un modèle beaucoup plus distribué. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le leadership n'est très clairement pas une posture qui doit être réservée aux leaders. Il faut bien faire cette différence entre leadership et leader. Le leadership doit être une posture que l'ensemble des collaborateurs d'une même équipe doit pouvoir ici exprimer pour vraiment aller chercher cette fameuse complémentarité d'expertise et d'expérience au sein d'une équipe. D'aller chercher ce 1+1 égale 3. Et donc, du coup, on va plus avoir des managers sachants, être les seuls à savoir. On va avoir des managers qui vont être là pour essayer de cultiver ce leadership et d'essayer qu'il s'exprime le plus possible au niveau de leur organisation. Et du coup, pour impulser ce changement, on va le travailler autour de 3 axes. Le premier axe, on va venir assesser nos managers leaders. Je vous ai expliqué tout à l'heure, au niveau des tribes, on a 2 responsables, un responsable métier, un responsable IT. Chaque responsable va être assessé sur ses soft skills par rapport à une matrice qu'on a définie, une matrice cible. On va venir pour chaque leader comparer cette matrice, regarder où ça match, et là où ça matche pas, créer un plan d'action avec la direction des ressources humaines pour les faire monter en compétences. Pour ça, ça veut dire, un deuxième axe, il va falloir développer une formation. Donc, on crée une université agile pour accompagner l'ensemble de des formations de nos leaders. Alors, bien sûr, l'université agile va aussi être sur le faire agile, hein, puisqu'on va expliquer à un product owner dont on attend de lui, un scrum master, etc. Mais aussi et surtout sur l'être agile, et notamment des formations leadership. Et d'ailleurs, je crois que c'est la meilleure formation que l'on a, en tout cas avec les meilleurs retours, en tout cas des collaborateurs sur cette université agile. Et puis le troisième axe, ça tient en un mot, c'est communiquer. Et là, si j'avais un conseil, c'est communiquer, communiquer et communiquer encore. La force de la communication. Force de la communication, mais surtout pas une communication institutionnelle. Il est urgent de faire communiquer les collaborateurs envers d'autres collaborateurs, faire communiquer nos people, pour que nos collaborateurs au quotidien puissent trouver des images de référence par rapport à d'autres collaborateurs dans l'organisation qui croisent dans l'ascenseur, à la machine à café, et qui viennent communiquer sur comment les appliquent au quotidien ces comportements et qu'est-ce que ça vient apporter dans leur quotidien, dans leur nouvelle façon de travailler. Mais là, on est encore de manière assez incantatoire. On a travaillé un code de conduite, on a travaillé ici un certain nombre d'objets de formation, etc. Mais si on veut vraiment que la mayonnaise prenne, il va falloir absolument ici mettre en place une expérience au quotidien pour que réellement cette connaissance se mette en place. Et c'est là où le rôle du coach va être déterminant. Il faut voir le coach comme un catalyseur de leadership vécu. Le coach, bien évidemment, va accompagner sur le déploiement de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, mais il doit aussi et surtout faciliter la mise en place de ce leadership. Il doit favoriser l'expérimentation et à un moment donné mettre en place les écosystèmes suffisants pour que l'ensemble des collaborateurs puissent débriefer
de ce qu'ils ont vécu sur ces moments-là. Et le coach doit venir à un moment donné challenger nos collaborateurs sur ce que j'appelle moi la congruence, l'alignement tête, cœur, corps. Et donc l'alignement entre les intentions, la valeur et la mise en action, c'est crucial. Je dis ce que je fais ce que je dis. Si j'arrive à avoir l'ensemble de mes équipes qui sont dans cette posture-là, je vais générer à un moment donné de la confiance. Et la confiance, à un moment donné, ça va arriver à mettre en place un ingrédient qui s'appelle la sécurité psychologique. La sécurité psychologique, c'est l'ingrédient numéro 1 des équipes performantes. Là, c'est pas moi qui le dis. Si vous voulez avoir des références là-dessus, c'est le projet Aristote que Google a mené en 2012, qui montre très clairement pourquoi c'est la sécurité psychologique qui permet réellement d'avoir des équipes engagées et impactantes et performantes. Et pour faire vivre cette sécurité psychologique, je vais avoir besoin d'un ingrédient central qui doit être la vitamine de l'équipe, le feedback. Dans un environnement agile, on va vouloir passer à un moment donné d'une approche centrée sur la mesure et la contrôle de la performance, sur le développement de cette performance. Et pour donner un développement de cette performance, il va falloir mettre ce feedback de manière régulière et créer un cadre pour qu'il puisse s'exprimer. Et là encore, avec la direction des ressources humaines, on va travailler autour d'un cadre sur lequel on va mettre un certain nombre de guidelines et de pratiques. On va expliquer par exemple les différentes typologies de feedback. On peut avoir bien sûr le start-stop continu que vous connaissez tous dans les rétros, ou le feedback wrap, mais si vous voulez en savoir plus, je crois que Jürgen Appello est encore là, il vous en dira bien plus que moi sur le management 3.0. Le cadre qu'on met en place avec la direction des ressources humaines, c'est réellement ici un cadre dont le point d'orgue va être l'évaluation annuelle des collaborateurs. Et donc, comment amener dans l'évaluation annuelle du collaborateur un feedback de manière beaucoup plus 360 pour que le collaborateur, dans son échange avec son manager leader, amène une vision 360 de ses pairs, de son product owner, de son scrum master, de son métier s'il est IT, de son IT s'il est métier, de ses clients, et donc d'amener réellement ici une discussion possible pour sortir juste d'un check the box d'output d'objectifs à réellement travailler sur des outcomes, hard skills, mais surtout soft skills. Et donc rentrer dans cet développement de la performance. Et quand vous travaillez le développement de la performance au niveau de l'individu, à un moment donné, vous le travaillez au niveau de l'équipe, vous le travaillez au niveau de l'entreprise, et donc vous rentrez dans un cycle d'entreprise auto-apprenante. Et c'est bien ça l'objectif que l'on veut avoir. Et j'en terminerai par ce slide. Alors, je vous ai parlé de ces 4 années de transformation. Je vous ai parlé d'un certain nombre d'outils, de méthodes, de pratiques, de postures managériales, de changements organisationnels, de gouvernance. Et tout ceci est essentiel pour mener une transformation. Mais c'est pas suffisant. Il va me manquer un ingrédient. Cet ingrédient, c'est la vulnérabilité. J'ai commencé mon pitch pour vous dire, on était dans un monde très VUCA. 5 ans plus tard, ce monde est encore plus fragile, est encore plus anxieux, est encore moins lisible. C'est d'ailleurs pour ça qu'un nouvel acronyme s'appelle aujourd'hui le monde banni. On est dans un monde où l'image devient vecteur de pouvoir, la performance, la norme sociale, le rapport de force, le langage dominant. Bref, on est dans un monde qui est de plus en plus fragmenté, qui nous divise de plus en plus. La vulnérabilité, c'est tout le contraire. La vulnérabilité va permettre au feedback d'être vrai. La vulnérabilité, elle va engager la confiance. La vulnérabilité, c'est savoir dire « je ne sais pas ». La vulnérabilité, c'est reconnaître qu'on ait fait une erreur. La vulnérabilité, c'est savoir demander de l'aide. In fine, la vulnérabilité, c'est un acte de courage, c'est un acte de leadership. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo de Kennedy, parce que
ça permet à chacun réellement de s'engager pleinement, hein, cette vulnérabilité, donc d'ouvrir l'apprentissage, l'innovation, à s'adapter dans la durée, parce que, comme le dit Kennedy, ce qui nous divisait pas en comparaison avec ce qui nous unit, et ce qui nous unit, c'est pas un outil, c'est pas une nouvelle méthode, mais c'est réellement ce choix individuel qu'on a tous de bien vouloir montrer notre humanité. Et c'est bien à travers ce choix que c'est tous ensemble qu'on va réellement pouvoir mettre un impact durable. Et je vous remercie.